Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de Caméra Mosaïque sur MCTV, ici à Boston, une émission diffusée sur plusieurs chaînes publiques dans l'État du Massachusetts. La visite officielle de 24 heures du président américain Joe Biden au Canada jeudi dernier fera l'objet de cette émission. Pour en parler, nous avons l'agréable plaisir d'accueillir comme invité Dr Guy Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université Concordia à Montréal, au Canada. Il nous rejoint à l'instant même. Brièvement, pour présenter notre invité, comme je l'ai dit tantôt, Dr Guy Lachapelle est professeur de sciences politiques à l'Université Concordia à Montréal. Il est actuellement directeur du Centre sur les valeurs, les attitudes et les sociétés, le CEVAS. Il est également vice-président de la Société québécoise de sciences politiques, SQSP. Il a été secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques, AISP, de 2000 à 2020 et membre de son bureau exécutif de 1997 à 2000. Dr Lachapelle a publié de nombreux ouvrages aux presses de l'Université Laval. Nous citons notamment La crise d'octobre de 1970, La Grande Alliance, René Lévesque et Claude Ryan, publié en 2020. Le devoir et la crise d'octobre 1970 ou le combat de journalistes démocrates, publié en 2020. Le destin américain du Québec, américanité, américanisation et anti-américanisme est publié en 2011. Et finalement, diversité culturelle, identité et mondialisation de la ratification à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité culturelle, publié en 2008. C'était en quelques mots et une brève présentation de notre invité, le docteur Guy Lachapelle. Bien avant d'aborder des points spécifiques relatifs aux entretiens entre Justin Trudeau et Joe Biden, quelle est votre analyse sur l'ensemble de la visite du président américain Joe Biden au Canada cette semaine? Bon, je dirais au point de départ que c'était une visite attendue. Évidemment, à cause de la pandémie, le voyage de M. Biden a été retardé. Mais en même temps, M. Biden et je dirais les États-Unis avaient plusieurs dossiers en tête là, quand il est arrivé. C'est clair aussi que la guerre en Ukraine a un peu recentré les débats tant aux États-Unis qu'au Canada. Et tout ça fait que M. Biden est arrivé, je dirais, avec beaucoup de demandes au Canada parce que ce sont des demandes qui sont, certaines ne sont pas nouvelles. Ils ont été en tout cas soulignées par d'anciens présidents, M. Obama en particulier, sur les questions militaires et la participation du Canada à l'OTAN. Mais on est dans un nouveau contexte, on est dans une situation qui évolue à tous les jours. Donc, M. Biden est arrivé. Je dirais, c'est un peu un message aussi de dire, ben voici, je suis en poste depuis 2 ans, j'ai un peu plus les coups des franges maintenant, même si la crise économique reste importante, l'inflation en particulier. Donc, M. Biden est arrivé en disant, ben je suis un de vos bons amis et essayons de voir comment on peut mieux s'entendre ou à tout le moins collaborer plus étroitement. Et rien à voir avec la visite de l'ancien président et Donald Trump. Oui, tout à fait. Ben, c'est complètement différent du sommet de la Malbaie près de Québec. C'était quand même un sommet économique. Le G7 était quand même un sommet économique un peu tumultueux. M. Trump a eu beaucoup de difficultés avec Angela Merkel ou inversement. M. Trump n'est pas resté longtemps. Il semblait pas être un joueur qui avait l'intention de s'entendre avec ses partenaires. Donc c'est sûr que c'est pas la même dynamique. M. Biden étant démocrate, il a insisté beaucoup aussi qu'il était aussi favorable aux syndicats, au changement économique, à trouver
des nouvelles façons de faire avec à la fois les syndicats, le partenariat et les milieux d'affaires aux États-Unis. Donc, c'est un nouveau contexte, évidemment, malgré qu'il y a des dossiers qui, encore une fois, ne sont pas résolus parce qu'il y a une tradition aux États-Unis, je dirais, d'un président à l'autre, certains enjeux dont on pourra parler là, qui restent un peu en suspens. Ce qui inquiète tout le monde, je vous dirais aussi en toile de fond, faut pas l'oublier, c'est la montée du protectionnisme américain. La couverture des médias canadiens, on a donné beaucoup d'importance. On n'en a pas vraiment parlé ici aux États-Unis. Hein? Non, mais je suis pas surpris. Quand j'étais aux États-Unis moi-même, là, à Chicago, pendant 6 ans, je peux vous dire que on entendait peu parler du Canada de toute façon, ou même d'une visite d'un président. C'est un peu sous le radar aux États-Unis. Il y a d'autres crises importantes. Il faut le comprendre. Le Canada est un peu pris pour acquis souvent. C'est pas un, comme on dit, c'est un voisin un peu tranquille aussi. Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans les relations canado-américaines en général, mais on est dans un contexte nord-américain. Et au Canada, évidemment, à chaque fois qu'un président vient, c'est quand même important, c'est quand même la première puissance économique mondiale. Nos relations économiques sont importantes, et ça aussi depuis la signature de l'ALENA. Donc, tout ça fait que au Canada, ça a beaucoup plus d'ampleur parce que les conséquences d'une mauvaise relation avec les États-Unis ou avec certains présidents peut être très dommageable pour notre économie. Et c'est là que les premiers ministres, quels qu'ils soient, essaient de trouver des terrains d'entente là, avec l'administration américaine. Et j'ai remarqué par exemple, et juste un petit commentaire, au niveau de la presse, et particulièrement québécoise, on a beaucoup souligné, insisté sur le fait que Joe Biden a passé la nuit au Canada. Ce n'était pas le cas pour le président Barack Obama. Ouais, monsieur Biden, autant que le secrétaire d'État, monsieur Blinken, sont des francophiles aussi. Il faut pas l'oublier. Monsieur Blinken parle très bien français. À la blague, certains disaient que même parmi les collègues journalistes disaient que monsieur Blinken parle mieux français que la moitié de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, il y a toujours eu, puis on rappelait aussi dans le temps de monsieur John Kerry aussi, qui voulait pas parler en public en français, mais qui était un francophile aussi. Donc il y a cette relation aussi, je dirais historique avec la France, mais avec le Québec aussi sur plusieurs enjeux et surtout en Nouvelle-Angleterre, comme vous le savez, comme vous êtes à Boston, il y a une présence francophone aussi importante et de Canadiens français qui ont été s'établir. Donc ça fait partie du paysage politique et les démocrates en général. Quels qu'ils soient, là, je pense à Ted Kennedy et autres, ont toujours eu une relation, se sont toujours intéressés, je dirais, au modèle canadien, surtout dans le cas de la santé. Là, le Obamacare, il y a une inspiration un peu canadienne et québécoise là, dans ce projet de loi de donner accès à la santé à tout le monde et que ce soit gratuit. L'économie, le commerce étaient, à n'en pas douter, les sujets les plus importants des entretiens entre le président Biden et le premier ministre Justin Trudeau. Docteur Guy Lachapelle, quel est l'état des relations économiques et commerciales entre les deux pays? Bien, c'est un dossier, je dirais, fondamental. C'est l'essence même de notre relation avec les États-Unis, c'est d'avoir une frontière qui est ouverte aux marchandises, aux personnes et qui a une libre circulation. Tout le premier accord de libre-échange Canada-États-Unis, après avec le Mexique, fait en sorte qu'on a plusieurs enjeux qui restent, je dirais, dans certains cas, que les problèmes n'ont pas été résolus. Mais il faut dire que le contexte avec M. Trump, qui annonçait vraiment un protectionnisme, a fait beaucoup mal aussi au Canada parce que les exportateurs avaient plus de difficultés là, à envoyer leurs produits aux États-Unis. Malgré tout, avant la pandémie, le commerce international, on exporte plus qu'on importe des États-Unis. Donc, on a une balance commerciale positive. Et malgré, avant la pandémie, là, évidemment, ça a été, les relations économiques semblaient reprendre. Mais l'enthousiasme n'est pas le même enthousiasme qu'on avait en 2000, 2001,
dans les 10 premières années de l'ALENA. Il y a une espèce de morosité qui s'est installée, à la fois parce que sous l'administration Bush, malgré qu'elle était relativement favorable, les républicains en général, au libre-échange, mais il y avait ce sentiment de protectionnisme aux États-Unis, de vouloir préserver des emplois en blâmant souvent le Canada, ce que M. Trump a fait au point de départ, en rappelant un peu l'histoire du Canada et des relations et des Britanniques là, à toute l'historique canadien durant la Révolution américaine. Donc, le plan économique, c'est le cœur de notre relation avec les États-Unis. Donc, ça reste dans tous les secteurs. Et M. Biden en a parlé aussi. Là, on pourra en revenir, là, mais toute la question de l'industrie automobile, les semi-conducteurs, là, tous les nouveaux, les matériaux rares. Là, donc, tout ça fait que les Américains ont aussi un intérêt, là, je dirais. En tout cas, dans le discours de M. Biden, ça paraissait qu'il y avait un intérêt pour le Canada. Ça n'a pas été facile dans d'autres secteurs. Je pense le secteur pétrolier, la transition énergétique vers une économie verte. C'est plus difficile pour l'administration Trudeau aussi, surtout que l'Alberta est un lobby puissant au Canada. Et ça a un peu, sous Obama, d'avoir fermé un peu la frontière américaine pour l'accès au pétrole. Mais en même temps, M. Biden est arrivé en disant qu'il faut aller vers de nouvelles énergies. Donc ça, le message est bien compris. Je pense que M. Biden l'a rappelé hier dans son discours que c'est la direction que son administration veut suivre, qui est dans la lignée de ce que M. Obama avait fait aussi, alors que M. Biden était son vice-président. Et à plusieurs reprises, docteur Lachapelle, vous avez parlé de l'ALENA. Mais comme vous le savez, il y a le nouvel accord d'échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, signé au cours de l'administration de Donald Trump, l'ASEAN. Est-ce qu'il y a fondamentalement, je dirais, des différences profondes entre ces deux accords, l'ALENA et l'ASEAN? Je dirais pas énormément quand on regarde les documents, mais sous M. Trump, c'est clair qu'il y avait une espèce de le Buy America Act, là, comme on dit, là, de l'achat chez soi de produits. M. Trump a monté un peu je dirais, le discours protectionniste à un autre niveau. Il a voulu faire des États-Unis, de fermer un peu la frontière aux États-Unis. Et il y a un secteur, par exemple, qui a toujours été un peu problématique dans les États, dans l'entente de l'ALENA comme dans celui de la ECUM, c'est le secteur agricole. Ça reste. Le secteur du bois d'œuvre aussi, qu'on n'a pas réglé malgré les victoires juridiques là, du Canada. Ça reste qu'il y a un protectionnisme aux États-Unis. Là, M. Biden a un peu ouvert la porte. C'est que le Canada était les hommes d'affaires, les milieux d'affaires, tout ce qui est le marché public, l'achat par les gouvernements, les entreprises canadiennes étaient exclues du marché américain. Là, il semble qu'il y aurait eu une ouverture à tout le moins, ce que M. Biden a dit, mais on verra dans la pratique, parce que ça a toujours été, évidemment, les États achètent beaucoup, autant l'État américain que l'État canadien, donc il faut qu'il y ait une saine compétition aussi, que ce soit ouvert aussi aux entreprises des deux côtés de la frontière. Donc il y a cet élément-là qui est assez fondamental. Mais sur le reste, je vous dirais, c'est surtout une question de ton, de confiance dans l'économie, de faire en sorte que les produits peuvent circuler librement là, entre le Canada et les États-Unis, qu'il n'y ait pas de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait des attentes aux frontières sous l'administration Trump parce qu'on ne voulait pas laisser passer certaines denrées, des inconvénients sur le plan administratif aussi. Donc, il y avait des camionneurs qui attendaient aux frontières pendant des heures. Donc, ça n'aide pas ni d'un côté ni de l'autre en termes de fluidité, d'échange économique. Et ça a évidemment freiné un peu l'élan de plusieurs entrepreneurs qui ont dit, ben, peut-être qu'on est mieux de se limiter à notre marché intérieur au Canada, puis qu'on reportera plus tard nos relations avec les États-Unis. Mais la valeur du dollar canadien actuellement fait en sorte que c'est très favorable, évidemment, d'exporter aux États-Unis. Et c'est là aussi qu'on tire un peu nos marrons du feu, là, je dirais, en étant capable d'exporter.
et d'avoir une économie aussi nord-américaine. Je pense que c'est ça qui a changé. L'économie nord-américaine des 20 dernières années, il y a une plus grande intégration, en tout cas, qu'on essaie de mettre en place. Et ça, je pense, et on le verra avec les semi-conducteurs. Je pense que ça, c'est un beau cas d'espèce. On verra avec la compagnie IBM, une compagnie américaine qui est à Bromont, là, au sud de Montréal, et les entreprises du Vermont, où là, il y aura des échanges, en tout cas, qui sont prévus des deux côtés de la frontière pour qu'il y ait, évidemment, que les semi-conducteurs viennent être assemblés au Canada et puis ensuite envoyés dans différentes usines en Amérique. Donc on est dans cette dynamique-là. Oui, mais malgré tout, de nombreux secteurs industriels et au Canada se plaignent, dénoncent même, je dirais, l'aspect protectionniste de Inflation Reduction Act de Joe Biden. Est-ce que dans ce, je dirais, contentieux, est-ce que Justin Trudeau a obtenu des promesses du président Biden? Non, il n'a pas obtenu aucune promesse. Je pense pas que c'est le département du commerce aussi aux États-Unis. C'est encore une fois, c'est une question d'achat de produits. M. Trudeau n'a pas eu de promesse, mais M. Biden, c'est pour ça que je vous disais, a un peu laissé filtrer hier dans son discours en disant ben, le Canada est un peu un cas exceptionnel, est un peu en dehors parce qu'on va l'entente ne vise pas uniquement ne vise pas le marché canadien uniquement ou essentiellement. On parle, c'est vraiment à l'intérieur de faire en sorte que le marché américain puisse au moins répondre aux exigences du commerce international. On veut pas les États-Unis ne peuvent pas fermer la frontière. Il y a des règles internationales du commerce, mais il y a un protectionnisme en mettant des surtaxes ou des taxes sur un certain nombre de produits ou d'empêcher encore une fois l'accès au marché américain. Donc ça, je dirais qu'il faut que ces irritants là, disparaissent. Et M. Biden a laissé la porte ouverte. Mais c'est jamais facile là, négocier, je vous dirais, une entente commerciale ou dans différents secteurs. Les Américains ont leurs intérêts, puis nous, évidemment, on souhaite évidemment exporter davantage. Donc, on verra dans la suite des négociations. Il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement canadien, et ça c'est par rapport au système américain, là, c'est un gouvernement minoritaire au Canada. Donc, M. Trudeau a un peu de difficulté aussi avec ses oppositions là, sur plusieurs sujets. Et ça lui... En tout cas, il y a un peu plus de difficulté pour mettre de l'avant ses propres politiques, je dirais. Et donc, la politique américaine économique fait en sorte que on peut pas... c'est pas une question là, d'être plus strict de notre côté par rapport aux États-Unis. Nous, notre intérêt, c'est évidemment d'exporter aux États-Unis. Et là, l'administration Biden, ben, elle l'a bien dit. Je pense que M. Biden a insisté, là, c'est pour ça que je disais au point de départ, comme dans la question de l'économie verte, là, toutes les entreprises, ça risque aussi d'amener plus de richesses aux États-Unis. Et on ne faut pas jamais oublier aussi que le système américain, c'est beaucoup de relations entre des provinces au Canada et les États américains. L'administration fédérale aux États-Unis peut jouer un rôle, mais dans plusieurs États, et en particulier dans la Nouvelle-Angleterre, là, où on a des échanges, ou avec la Californie sur des questions d'environnement. Je vous rappellerai que M. Trump n'était pas très heureux que le Québec signe une entente avec la Californie sur le marché du carbone. Il a même été voulu poursuivre l'État de la Californie. Il y a eu une décision. Donc, les États aussi peuvent jouer un rôle dans la politique internationale. Et ça, je pense que l'administration Biden est très consciente de ça aussi, que selon les régions au Canada, ben, il y a différents enjeux qui sont sur la table et ça se fait en collaboration avec surtout les États frontaliers et les grandes régions américaines. Oui, mais dans le cadre du programme de relance de l'économie américaine, de Inflation Reduction Act de Joe Biden, il n'y a pas seulement l'aspect économique, l'aspect, je dirais, protectionniste avec l'imposition de taxes sur les produits en provenance de l'étranger. Les incitations à investir aux États-Unis, ça pose également des problèmes, non seulement à l'Europe, mais également au Canada. C'est-à-dire, il se peut bien qu'il y ait des compagnies, des industries canadiennes qui traversent la frontière, viennent investir aux États-Unis. C'est bien pour les industries, mais quand même, il y a un problème d'emploi pour les Canadiens.
Oui et non, il faut regarder par secteur, hein. C'est pour ça que c'est un peu difficile de cibler. Si on prend le secteur de l'automobile, par exemple, c'est sûr qu'entre Détroit et Windsor, c'est un grand secteur. Ça fait partie de... c'est juste pour résumer d'abord, nos échanges avec les États-Unis, c'est l'automobile, c'est l'énergie, c'est je dirais les nouvelles technologies aussi. Donc, on est dans les grands secteurs, c'est des secteurs industriels. Donc, la question de l'automobile, par exemple, sur M. Trump, on va prendre un exemple concret. Monsieur Trump voulait faire des automobiles uniquement aux États-Unis. Donc, les gens au Canada étaient un peu inquiets en se disant, bon, puis le marché des pièces automobiles est un marché aussi important. Donc, mais une automobile circule à peu près une vingtaine de fois entre Windsor et le Michigan et Détroit. Donc, c'est impossible de fermer la frontière ou juste d'avoir une automobile qui est faite aux États-Unis. Donc, il y a l'assemblage et c'est ça le marché nord-américain. Et c'est pour ça que je vous dis, par rapport à d'autres, aux pays européens que vous mentionnez, on est dans une autre dynamique. On est presque au cas par cas, je dirais, par secteur. Et il y a des entreprises américaines aussi qui sont ici. Je vous donne IBM. Donc, on est un peu dans un modèle juridique double, là. Donc, c'est là qu'il y a des avancées. On a développé, je dirais, depuis certainement une vingtaine d'années, autant les milieux d'affaires, la chambre de commerce à Boston ou ailleurs, la mise en place de corridors qui facilitent les échanges. Et ça, je pense, c'est une volonté des milieux d'affaires des deux côtés, Chambre de commerce de Montréal, Chambre de commerce de Boston ou autre, de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces irritants et de dire à l'administration américaine, ben voici, il y a peut-être des exceptions où il y a des façons, au-delà de la loi, de faire en sorte que nos entreprises peuvent continuer d'exporter des biens, des services ou autres aux États-Unis. Et ça, c'est du donnant-donnant souvent, mais en même temps, euh, c'est pour ça que je minimise pas l'impact là, de l'Inflation Act, mais c'est sûr que ça a lancé un message, et le message n'était pas, je dirais, directement pour le Canada, c'était pour l'économie mondiale, de dire, ben, les États-Unis vont entrer dans un nouveau cycle. Bien sûr, il y a la hantise d'une récession aux États-Unis, l'augmentation du taux de chômage, mais on n'est pas dans une situation, on est une situation de plein emploi, faut pas l'oublier, là, pratico-pratique, là. Mais en même temps, il y a un changement économique qui est en cours vers de nouvelles entreprises. Quand on parle d'énergie verte, de nouveaux métaux, ben c'est voitures électriques et autres, il y a des ententes qui se font. Ça n'empêche pas le marché public. Par exemple, Hydro-Québec a acheté un certain nombre d'entreprises hydroélectriques assez récemment, là, dans les derniers mois aux États-Unis. Donc, il va y avoir une collaboration, il y a une demande aussi plus forte pour l'électricité, par exemple, du Québec. Donc, ça va passer la frontière, on fait des partenariats avec des entreprises américaines. Donc, c'est comme ça que ça se joue. Et bien sûr, si on fait une ligne hydroélectrique, je dirais la portion Québec jusqu'à la frontière américaine est plus courte, évidemment, que de se rendre jusqu'à Boston, mais c'est quand même ou à New York. Et c'est là qu'il faut trouver des nouveaux partenariats. Ça a toujours été un peu mon argument. Il faut trouver des collaborations, trouver des mécanismes pour que une entreprise américaine et une entreprise canadienne ou québécoise puissent collaborer et mettre en place des mécanismes qui font que c'est gagnant-gagnant pour les travailleurs aux États-Unis et les travailleurs ici au Canada. Autre sujet important qui a fait l'objet des entretiens entre Joe Biden et Justin Trudeau, la modernisation du NORAD. Le NORAD, c'est le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Les deux hommes en ont discuté en privé, particulièrement jeudi soir. Mais qu'est-ce qui a été conclu sur cet important dossier, Dr Guy Lachapelle? Ben, on ne le sait pas encore officiellement. On sait qu'il y a eu des discussions. Évidemment, la question, vous vous souvenez, là, les ballons qui ont traversé l'Amérique du Nord là, et que finalement des chasseurs américains ont abattu, ça a un peu, c'était des ballons venant de Chine qui ont réussi à entrer dans notre espace aérien. Ça a agacé les Américains. Ben, ça a agacé tout le monde, je vous dirais. Autant les milieux militaires, c'est comme tous les gens de sécurité, parce que comment un objet non identifié a pu rentrer à l'intérieur d'un espace aérien qui est protégé dans le cadre d'un bouclier, je dirais, qui est un peu le NORAD, là.
NORAD, c'est une collaboration canado-américaine qui est importante, qui est la sécurité. Malheureusement, ça n'a pas été modernisé au fil des années. Je pense que c'est la grande critique. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ennemis, là. Mais là, la situation géopolitique ayant changé, la question du nord, de l'Arctique aussi devient un enjeu important, autant pour les ressources naturelles que pour la sécurité nord-américaine. Donc là, et c'est pas un débat nouveau. Souvenez-vous de Ronald Reagan qui voulait créer une espèce de bouclier au-dessus de l'Amérique du Nord, là, son Star Wars de l'époque. La guerre des La étoiles. guerre des Des étoiles, étoiles. exactement. Et vous vous souvenez, hein, c'était tout le monde disait, oh, est-ce que c'était technologiquement possible? Mais c'est juste l'idée derrière ça de faire en sorte que, mais quand M. Reagan a fait ça, on était en pleine période de guerre froide. Et là, on est un peu, on retourne un peu à cette situation-là, mais en même temps, là, il faut moderniser les équipements. La technologie évolue beaucoup aussi dans ces secteurs-là. La sécurité. Est-ce que le Canada et les États-Unis en ont fait assez pour NORAD, pour la sécurité nord-américaine? Ma réponse, c'est non. Je pense qu'il est temps, autant des deux côtés de la frontière, d'avoir une réflexion stratégique plus importante là-dessus. Et là, c'est différent de l'OTAN, là, juste la sécurité nord-américaine. C'est un pacte entre Canada et les États-Unis qui existe depuis tellement d'années, mais il y a un effort à faire à recentrer un peu la politique et que ça s'inscrive, encore une fois, dans une politique de sécurité nord-américaine. Toujours sur le plan militaire, Ottawa est loin de consacrer 2% de son produit intérieur brut à ses dépenses militaires. 2%, c'est d'ailleurs le seuil fixé pour les pays membres de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Est-ce qu'il y a eu des avancées, des promesses faites par le Premier ministre Justin Trudeau, Dr Guy Lachapelle? Je dirais qu'il y en a pas eu là, officiellement. Là, je pense que on le verra dans les prochains budgets, le budget la semaine prochaine, monsieur. Mais l'OTAN, c'est la sécurité en Europe. Et là, en bonne partie. Là, donc, c'est surtout ça. La guerre en Ukraine a un peu changé la donne. Là. Le calcul, je dirais mathématique simplement de nos dépenses va être revu parce que le Canada a quand même contribué en hommes, en armement, des chars d'assaut, des avions. Donc, on participe à la guerre en Ukraine. On fait partie de cette grande coalition, je dirais, européenne avec les Américains. Évidemment, les Américains restent encore les gendarmes un peu à travers tout ça, mais ils n'ont pas toujours la bonne réputation. Je dirais que les dernières années ont été éprouvantes pour les États-Unis en termes de dépenses militaires et surtout les conflits. On pense à l'Afghanistan, l'Irak et autres, là. Donc, il n'y a pas un grand enthousiasme non plus du côté américain, des citoyens américains pour une intervention ou de participer à des guerres. Mais en même temps, sur le plan de l'effort militaire, de fait, le Canada n'a pas investi assez. Et comme dans le cas de NORAD, on n'a pas modernisé nos équipements. Donc, de manière pratico-pratique, là, il y a des nouveaux avions qui vont arriver tout peu, là, les F-35. Donc, le Canada va devoir, je pense qu'ils en ont déjà acheté quelques-uns, là, ils sont dans les carnets de commandes, mais il va falloir qu'ils développent davantage une politique là, militaire. Évidemment, c'est toujours politique. Ça plaît jamais aux Canadiens en général d'investir dans l'armée ou dans les dépenses militaires. Le Canada, les citoyens canadiens se voient plutôt comme un pays neutre, favorable davantage aux missions de paix. Mais là, quand on parle de l'OTAN, surtout quand la donne politique maintenant en Europe est difficile et risque d'être difficile pour d'autres pays aussi de l'ancienne Europe de l'Est, là, je dirais, surtout la Pologne. Donc, le Canada a joué un rôle politique, mais là, le Canada est en train de sortir un peu de cette politique traditionnelle pour devenir un peu plus interventionniste. C'est ce qu'on demande, en fait, au Canada. Puis aussi, mais le Canada reste un petit pays sur le plan, je dirais, militaire. On n'a pas d'ennemis, on vit à côté d'un géant économique, le gendarme du monde sur le plan militaire. Mais il ne faut pas oublier aussi que le militaire, c'est aussi l'industrie civile. Là. Des compagnies comme Boeing, Lockheed Martin. Lockheed Martin, toutes ces entreprises-là. Boeing est une entreprise américaine que Airbus a un peu supplanté, l'Europe aussi est impliquée. Donc, l'industrie militaire, c'est beaucoup de choses, là, puis il faut
Donc, le Canada a absolument un rôle déterminant. Les militaires se plaignent aussi que leur équipement est désuet. Parfois, ils n'ont pas les capacités d'intervention. Et c'est difficile d'envoyer des soldats quand l'ennemi en a plus a des équipements plus modernes que l'autre. Donc, il y a des questions ici là, d'être toujours un peu à l'affût. On n'est pas, je dirais, dans une guerre froide, mais on est certainement dans un nouveau paradigme en termes du rôle de l'OTAN aussi et sa capacité. L'OTAN n'a pas toujours ici non plus est un peu hésitant là, en Europe. Certains pays ont été hésitants à participer, mais là, on voit que des pays qui se disaient non alliés, je pense aux pays scandinaves qui ne voulaient pas participer à l'OTAN, ben là, tout le monde sont en train de se coaliser. Donc, le Canada va avoir un rôle à jouer. Et c'est aussi simple que de dire, plus vous investissez dans l'OTAN, c'est pas juste un montant d'argent, c'est une question de démontrer une volonté politique, de vouloir aussi s'asseoir avec nos partenaires économiques pour la sécurité de l'Europe, la sécurité mondiale aussi. Un autre sujet, peut-être le plus important ou bien le plus analysé, du moins par la presse canadienne, particulièrement par la presse québécoise, la fermeture du chemin Roxham en Montérégie au sud de Montréal. Le chemin Roxham, c'est le point de passage non officiel, je dirais, utilisé par des demandeurs d'asile pour entrer au Canada. Ils étaient 40 000 pour l'année 2022. Pourquoi, Dr Guy Lachapelle, le chemin Roxham a-t-il été un sujet de friction entre les États-Unis et le Canada? Ben, au point de départ, il faut bien, du côté américain, là, il y a beaucoup de passeurs là, c'est un peu ma critique, c'est que les Américains, de leur côté, n'ont pas fait grand-chose pour un peu stopper cette immigration. Évidemment, aux États-Unis, il faut comprendre. Là, il y a la frontière au sud, les Mexicains qui rentrent par le Texas un peu partout, c'est la priorité de l'administration Biden et un peu partout. Mais au nord, le Canada a fait qu'il y a des gens qui sont passés par le Mexique ou d'autres pays latino-américains, qui ont traversé les États-Unis et qui voulaient venir au Canada. Le chemin Roxham n'est pas un chemin officiel. Donc, il y a des passeurs aux États-Unis qui ont chargé à prix d'or à des gens. Il y a une espèce de façon, à mon avis, c'est des comportements illégaux, là. Dans un certain sens, on fait des promesses alors qu'on transporte des gens pour arriver à la frontière. Sauf que c'est une crise humanitaire, là. Le chemin Roxham, c'est un symbole, mais il y avait, vous me posez la question pourquoi? C'est parce que légalement, ce chemin-là n'était pas un chemin d'entrée officiel pour que les douaniers canadiens puissent accepter les gens au Canada. Donc, on a improvisé, on a toléré en bonne partie, et on a créé une espèce de poste frontière artificiel qui avait un impact important autant sur le gouvernement fédéral, mais surtout au Québec. C'est pour ça que c'est que nos services d'immigration au Québec n'ont pas la capacité, et ça a demandé un effort surhumain là, de gérer tout ça avec le gouvernement fédéral. Et donc, il y a des points de passage officiels au Canada, tout le long de la frontière. Et ce qu'on a dit, ben, je pense que tout le monde, autant les autres provinces canadiennes, ont dit, ben là, il faut un peu normaliser les choses et que les choses se fassent dans l'ordre. Donc, ben, évidemment, la frontière c'est la plus longue frontière entre deux pays. Elle est poreuse. Il y a beaucoup d'endroits où quelqu'un peut traverser. Mais encore, et là, il y a la question des pays tiers, là, la sécurité, le Canada. Quand quelqu'un arrivait, disons, l'Amérique latine passe au Mexique, normalement, les États-Unis devraient être le pays tiers et devraient accueillir ces gens-là et être capables de leur donner des ressources. Mais là, il y a eu, je dirais, une espèce de marché parallèle, là, malheureusement, qui fait en sorte que cette crise-là, et là, quelles que soient les raisons pourquoi les gens veulent venir au Canada, la réunification des familles ou autre, c'est des critères où là, le Canada, puis le Québec en particulier, vous le savez très bien, il y a une diaspora haïtienne importante à Montréal. Donc, il y a des réunifications de familles qui doivent être faites. Ça doit se faire dans l'ordre. Et c'est ça un peu qui est un peu, je dirais pour le gouvernement du Québec, c'est que le coût était assumé.
l'immigration étant une juridiction fédérale, le gouvernement fédéral a un peu fermé les yeux aussi là-dessus. Donc, c'est les provinces, et en particulier le Québec. Et là, quand le Québec a décidé il y a quelques semaines, quelques mois, quand les réfugiés arrivaient du côté québécois, de les transporter dans un lieu officiel, en Ontario ou ailleurs, les autres provinces ont commencé à dire, ouais, mais c'est pas à nous de faire ça. Donc, il y a un mécontentement aussi des autres provinces par rapport à l'action fédérale. Donc, dans le dossier de l'immigration, c'est toujours des dossiers complexes, mais ça fait que la situation restait problématique. Et surtout qu'il y a des gens qui sont morts, là, parce que puis il y en a d'autres qui ont voulu retourner aux États-Unis. Et ça, et là aussi, les mécanismes n'étaient pas clairs. Donc, les gens ont essayé de traverser. Puis il y en a qui sont en plein hiver, évidemment, vous connaissez nos climats. Donc, c'est pas évident et certains en sont morts. Donc, je pense que c'est pour tout le monde, c'est un peu, on dit au gouvernement, prenez vos responsabilités, faites en sorte qu'on est prêt à accueillir des gens, il n'y a pas de problème, c'est pas de ce côté-là, mais ou que ce soit 15 000. Certains disent 15 000, c'est pas assez. Les spécialistes en immigration, ça risque d'être davantage, mais il faut trouver des bons mécanismes pour bien intégrer, puis bien que les gens, quand ils arrivent, puissent avoir les ressources pour au moins avoir une vie décente là, à Montréal ou temporaire, le temps qu'on les relocalise, qu'on leur donne les ressources pour pouvoir bien s'établir au Canada. Donc c'est un débat plus large là, qui touche un peu. Puis je vous dirais, c'est rien comparé à ce qu'on voit en Europe. Hein, vous vous souvenez, la migration des gens, surtout parce que des pays en guerre qui traversaient, que ce soit de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du de Nord. l'Afrique du Nord, ou après qui passaient par la France pour essayer de rentrer en Angleterre. C'est des problèmes majeurs. Là. Il y a une plus forte migration et c'est peut-être certains disent que c'est l'effet de la mondialisation, mais c'est aussi que le fait que les conflits se multiplient, que les ressources sont pas nécessairement là pour accueillir ces gens-là et d'être capable de bien les intégrer. Et officiellement, à minuit et samedi, le chemin Roxham a été fermé. Je pense que le plus important, il semble que l'entente était déjà dans les cartons depuis 6-8 mois. Là. Donc, nous, on est un peu surpris parce que de cette annonce au moment de la visite de M. Biden, donc, il y avait des discussions sérieuses, pas uniquement avec le gouvernement fédéral. M. Legault l'a dit dans sa conférence de presse, le premier ministre du Québec hier, qu'il y avait eu aussi des discussions avec l'administration américaine. Donc, il y avait une espèce de consensus, là, qu'il y avait une urgence là, de mettre fin à ce passage illégal, là, je dirais, pour venir au Canada. Donc là, monsieur, c'est pas juste du donnant-donnant là ici. C'est pas. Je pense que d'abord, monsieur, je dirais le succès de M. Trudeau, c'est que l'administration américaine a reconnu, M. Biden l'a avoué en disant oui, on est un pays tiers, on doit prendre nos responsabilités aussi. Et ça, je pense qu'au point de départ, l'administration américaine s'est un peu fermé les yeux en disant bon, c'est un problème secondaire, c'est un problème canadien, mais c'est plus que ça. Là. Donc qu'est-ce qu'il y a en échange? Ben, je pense pas qu'il faut regarder ça de ce point de vue-là. Chaque dossier est un dossier différent. Et s'il y a quelque chose à apprendre de ça, c'est, je dirais, c'est comment est-ce qu'on gère la migration de personnes venant de l'Amérique du Sud et qui viennent. Et ça inclut toutes sortes d'autres programmes. Là. Je pense les programmes des travailleurs immigrants qui viennent au Québec du Mexique, par exemple, pour travailler sur des fermes, dans l'industrie agricole ou autre. Ça aussi, il faut un peu réglementer. Donc, il y a plusieurs zones grises là, dans les politiques d'immigration qui sont à revoir. Puis, je dirais donner un côté plus humain aussi à tout ce qui se passe et faire en sorte qu'il n'y a pas de laisser pour comble là, dans ce débat-là. La fermeture samedi soir à minuit du chemin Roxham a été applaudie par de nombreux secteurs au Canada. Tel n'est pas le cas des organisations communautaires et notamment québécoises qui défendent les intérêts des immigrants. Elles estiment, ces organisations, que cette décision du gouvernement fédéral
ne reflète pas la tradition du Canada en matière d'immigration. Docteur Guy Lachapelle, est-ce que sur ce dossier, le Premier ministre Justin Trudeau a cédé à la pression exercée par de nombreux secteurs, notamment celle du Premier ministre du Québec, François Legault? Je comprends très, très bien là, la situation avec les organismes humanitaires. Et je vous dirais, on a tous le même sentiment. Là. C'est pour ça que il faudrait pas qu'il y ait des gens que cette décision-là, et Roxham n'est qu'un symbole, c'est la question évidemment du passage, de l'arrivée d'immigrants venant par la frontière. Et je vous dirais, l'inquiétude, c'est qu'il y a une bureaucratie aussi derrière l'immigration au Canada, qui est lourde à la fois pour les migrants, pour les étudiants étrangers, pour les investisseurs. En même temps, le Canada se donne évidemment l'image. Il y a eu plus d'1 million là, d'immigrants, de réfugiés. Là, les réfugiés relèvent du gouvernement fédéral. Donc, et ça, je comprends que les organismes soient assez critiques là, par rapport à la gestion de toutes les politiques d'immigration au Canada. Dans le cas qui nous intéresse, Roxham, c'est évidemment, encore une fois, la détention, et c'est là que le 48 heures où les gens peuvent venir s'inscrire. Mais la crainte, c'est qu'il y ait encore des gens qui perdent la vie ou que leur situation ne soit pas régularisée assez rapidement à l'intérieur d'un laps de temps raisonnable. Et c'est là qu'il faut revoir. Je pense que tout le monde va en disant il faut que ça devienne un système efficace. Il faut aussi envoyer le message de l'autre côté de la frontière de dire, avant de venir au Canada, voici les règles que vous devez suivre, voici les principes. Et c'est là que je dirais qu'il y a un flou là, en termes d'information. Autant et c'est là que les passeurs de l'autre côté aux États-Unis, ils sont pas très utiles dans ce sens-là où ils amènent des gens, mais c'est presque, en tout cas, ça coûte cher aussi, et ça, je trouve que c'est un peu exagéré là, de l'autre côté. Donc, il y a une espèce de marché noir autour de l'immigration qui est déplorable et qui fait qu'on devrait trouver des mécanismes qui sont et qui respectent les conventions internationales. Là. C'est surtout ça le Canada a signé ces conventions, donc sur les réfugiés et autres. Donc, il y a des règles à suivre. Mais il faut que le gouvernement fédéral aussi et le service d'immigration. Et c'est pour ça qu'on a ciblé beaucoup le ministre de l'immigration canadien les derniers jours en disant il faudrait que votre administration soit plus efficace. Et je pense pas que c'est une question de générosité, c'est une question simplement de bien traiter les réfugiés et les immigrants qui arrivent aux frontières. Un autre sujet d'importance dans les entretiens entre Joe Biden et Justin Trudeau lors de cette visite du président américain au Canada, la situation sécuritaire et politique en Haïti, où les gangs armés ont pratiquement pris le contrôle de la capitale haïtienne. Cela fait déjà plusieurs mois. En effet, il n'est un secret pour personne que Washington souhaite depuis quelque temps l'intervention d'une force internationale, une force multinationale si vous voulez, sous le leadership des forces armées canadiennes. Est-ce que sur ce dossier, Dr Guy Lachapelle, le Premier ministre Trudeau, a botté en touche? C'est clair que le Canada n'a pas la capacité d'intervenir, je dirais, militairement, là, si c'était l'objectif de M. Biden. Les Américains ont été à Haïti, vous savez toute l'histoire, donc c'est pas parce que les Américains n'ont pas nécessairement bonne réputation non plus, donc le Canada est un peu coincé dans ce débat-là, et le Canada ne peut pas y aller seul. Le Québec a déjà aussi aidé là, sur la question de la police, il y a eu les services policiers, même, est-ce que la solution c'est d'armer davantage les policiers dans le cas d'Haïti? Comment rétablir une démocratie? C'est les questions que les gens se posent depuis des années. Là, la situation est, je dirais, catastrophique. C'est pas que toutes ces gangs, etc., qui contrôlent un peu le pays. Je dirais en même temps, il ne faudrait pas qu'il y ait d'armes qui rentrent à Haïti.
les Américains fournissent encore des armes sur le territoire, donc via des marchés, ça vient des États-Unis, le marché noir, etc., qui traversent. Donc ça, il faut trouver des mécanismes. Est-ce qu'il faut faire encore une espèce de, de, d'isoler Haïti pour s'assurer qu'il n'y a pas de marchandises, des armes qui rentrent à Haïti? C'est un peu difficile, là, ou par la République dominicaine ou ailleurs, mais en même temps, il faut que le Canada, quand même, le Canada va devoir sans doute jouer un rôle. Évidemment, on nous le demande parce qu'on est francophone. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, là. Mais en même temps, Haïti, c'est différent de la francophonie, mais ça fait partie de la francophonie, mais c'est une autre dimension. Et là, il va falloir que d'autres pays participent. Pourquoi vous dites que Haïti fait partie de la francophonie, mais c'est une autre dimension? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, je veux dire simplement que au sein de la francophonie, Haïti, c'est pour ça que je parlais est-ce qu'il y aurait une force des pays francophones, par exemple, qui pourrait intervenir à Haïti? Haïti a un statut quand même à l'intérieur de la francophonie. C'est un État reconnu, là. Donc, on est dans cette situation-là. La question pour moi, c'est simplement que vous me posiez, ce serait qui les partenaires viables avec le Canada pour intervenir en Haïti? Le Canada n'aura pas, et encore une fois, le Québec, les services policiers ont fait des efforts. La communauté urbaine de Montréal a déjà a déjà entraîné des policiers. Donc, de mieux les équiper, de bien les payer. La grande question que tout le monde se pose, et ça vient aussi des groupes à Montréal, de dire le 100 millions va aller à qui? Qui va avoir la gestion de cet argent-là? Comment est-ce qu'on va s'assurer que l'argent a un effet là, sur la sécurité des Haïtiens à Port-au-Prince ou ailleurs? Donc, c'est là qu'est le grand enjeu. Il faut pas... je vous dirais, parce que j'étais responsable de l'Agence de la francophonie pour les Amériques là, à Montréal, là, à l'AUF, et on voyait très bien, par exemple, on a construit des universités, mais les universités sont pas utilisées. Donc, il y a eu un problème d'administration, et c'est ça qui est toujours difficile un peu à Haïti, c'est de s'assurer que l'argent va aux bonnes personnes et que cet argent-là serve véritablement à ramener un climat de sécurité et de paix en Haïti. Donc, je pense que tout le monde est préoccupé, autant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement du Québec, là, sur la situation. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a eu beaucoup d'investissements par le passé. La question, c'est toujours comment faire en sorte qu'on puisse rétablir une véritable démocratie en Haïti et encore que ces gangs puissent être éradiqués ou à moins qu'ils puissent se retrouver dans un contexte qui est un peu sans les marginaliser, mais qui peuvent en même temps avoir confiance dans l'avenir. Il y a aussi un ras-le-bol qui est clair de la population face aux changements qui se sont produits. Et c'est ça, il faut trouver des solutions. Deux derniers points pour mettre fin à cet entretien aujourd'hui, professeur Guy Lachapelle, la guerre en Ukraine suite à l'invasion de la Russie et les défis posés à travers le monde par la Chine. Sur ces deux points, le violon semble s'accorder entre Washington et Ottawa. Est-ce que vous partagez cet avis? Sur l'Ukraine d'abord, n'oublions pas là, que pour M. Biden, c'est aussi un dossier politique. Là. Il y a des élections américaines en 2024. M. Biden veut s'assurer que le conflit, je dirais, ukrainien, si possible, soit derrière lui. C'est toujours difficile pour un président d'arriver en élection avec un conflit sur la scène internationale, que ce soit l'Irak, le Koweït ou avec l'administration Bush. À l'époque, ça a toujours été des enjeux de politique étrangère. Et ça intéresse les Américains, mais ils veulent plus s'enliser là, dans aucune guerre. Et, donc, M. Biden a été prudent, son administration. M. Biden travaille jour et nuit là, sur la question ukrainienne. Je pense que ça aussi, c'est important. Le Congrès républicain reste un peu difficile sur les questions économiques et sur l'effort que les Américains, que l'administration américaine pourrait investir en Ukraine. Mais M. Trudeau et M. Biden sont totalement
le Canada sur la même longueur d'onde. Il y a une forte communauté ukrainienne au Canada et ça reste important. La Chine reste c'est un pays qui, la rencontre Poutine, Xi Jinping a quand même démontré qu'il y a peut-être des alliances, mais que la Chine n'est certainement pas du côté américain. Il y a toute la question de Taïwan. L'économie mondiale, avec la COVID, a fait en sorte que l'économie aussi chinoise a eu plus de difficultés là, au cours des dernières années, sans parler de toutes les questions sanitaires. Donc la Chine elle, se cherche un rôle international. Est-ce qu'elle a la capacité de jouer ce rôle-là? Pas nécessairement, on pense pas. Il n'y a pas beaucoup d'alliés à la Chine là, sur la scène internationale. C'est une grande puissance, évidemment, sur papier, sur le plan économique. Mais là, avec l'Ukraine, ça change un peu les priorités là, pour l'administration américaine. Et la question des droits de l'homme reste essentielle. Plus les questions d'influence que la Chine veut jouer, autant que Moscou, où je dirais leurs efforts là, sur les élections aux États-Unis, on l'a vu. Même chez vous également, hein? Parce qu'il y a là, chez nous, on ne sait pas encore. On ne sait pas exactement les détails, mais absolument, la commission, c'est un long dossier qu'on pourrait reparler, là, mais quel a été le genre d'influence? Et absolument, il y a une volonté là, claire des Russes d'intervenir. Ils ont intervenu en Italie, un peu partout. C'est un peu lié à l'OTAN aussi, parce que les questions d'information ou de désinformation qu'on trouve sur les réseaux sociaux un peu partout, ben souvent, il y a la Russie derrière ça. Et la Chine, un peu, joue ce rôle. Elle veut essayer d'entrer un peu dans ce genre de jeu, mais c'est surtout pour de l'espionnage. Je pense que l'affaire, toute la question du contrôle du 5G là, pour les médias, etc., on sent que la Chine aussi veut utiliser les nouveaux médias pour des raisons stratégiques et politiques. Donc il faut un peu normaliser en tout cas, avoir des règles claires avec la Chine. Et les deux Michael là, au Canada qui ont été des otages, s'il n'y avait pas eu M. Biden, il n'aurait peut-être pas réussi parce que le Canada, ça a bien démontré aussi la faiblesse du Canada dans ce dossier. Convaincre la Chine, il y avait Mme Zhang Zhu là, qui voulait, qui à un moment donné était une monnaie d'échange. Mais on sent qu'il y a des tensions très claires entre la Chine et les États-Unis, le Canada. Et la Chine doit être aussi prudente parce que, de toute façon, c'est pas un pays qui va s'aligner. Je pense qu'ils ont un sentiment aussi anti-américain très fort là, en Chine. Mais il y a dans la région Asie-Pacifique, il faut pas oublier, il y a le dossier, il y a la Corée, il y a le Japon, il y a Taïwan, et ça il faut faire il faut en tout cas, il faut une surveillance certaine de la présence chinoise un peu partout et l'influence qu'ils essaient de se donner. Donc la Chine aimerait jouer un rôle plus important, mais sur la scène politique internationale, mais il faut qu'elle pose les bons gestes et montrer aussi qu'il y a des principes qui doivent être respectés en droit international et ils doivent les respecter. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston, une émission qui a été consacrée à la visite officielle effectuée par le président américain Joe Biden au Canada le 23 et 24 mars dernier. Et notre invité aujourd'hui était le professeur Guy Lachapelle, professeur donc de sciences politiques à l'Université Concordia à Montréal au Canada. Docteur Lachapelle est également directeur du CEVAS, le Centre pour les valeurs, les attitudes et les sociétés, toujours à l'Université Concordia à Montréal au Canada. Je vous souhaite donc de passer un très bon dimanche, une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.